Ça doit être galère de s'habiller quand t'as aucun reflet dans ton miroir. Aujourd'hui, je vous propose une série de 3 vidéos sur le personnage de Dracula. Cette vidéo parlera des origines de Dracula, comment il est arrivé à être celui que l'on connaît sous le nom du comte de Valaki, ou de Valachie, on peut dire les deux d'ailleurs. La deuxième vidéo sera plutôt Dracula au cinéma, et la troisième, Dracula dans la bande dessinée. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer par la base, Dracula c'est un livre écrit par Bram Stoker en 1897 et qui est propre à un mouvement qui s'appelle le mouvement gothique. Donc, globalement c'est un mouvement qui mêle le passé moyen-âgeux de l'Europe, les ruines, l'horreur et une bonne dose de romantisme. Entre temps c'est passé par Baudelaire et ça continue avec les mecs qui s'habillent en noir et qui écoutent Indochine, mais c'est l'évolution du mouvement gothique a toujours continué depuis le 19e siècle. Alors évidemment vous vous doutez bien, en tout cas j'espère, que Bram Stoker n'a pas pondu comme ça Dracula sur un coup de tête, il y a eu tout un cheminement de pensée qui dépasse l'auteur et qui aboutit au personnage du comte de Valaki. Et c'est justement cette évolution que je vous propose de voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage comme Dracula a pu naître? Alors pour comprendre tout ça, on va remonter bien avant la naissance de Bram Stoker, à la villa Diodati, sur les hauteurs du Léman, en Suisse, dans la nuit du 17 juin 1816, c'est précis. On a Lord Byron, qui est un notable anglais vivant en Suisse, qui reçoit ses invités, donc il y a Mary Godwin, qui est la future Mary Shelley, Betsy B.C. Shelley, qui est donc son futur mari et qui à l'époque est un très grand poète, ce qui est quand même assez rigolo que Mary Shelley, elle, a pondu un seul bouquin et qui a complètement effacé toute la bibliographie de son mari. C'est quand même assez badass, puisque c'est elle qui fera Frankenstein. Voilà. Dans cette même soirée, il y a aussi John Williams, parce que c'est bien d'avoir une ambiance musicale. Oh, ok, d'accord, c'est John William Polidori. Et Claire Clément, qui est la demi-sœur de Marie. Bon, ça, j'ai rien à dire sur elle. Et dans cette soirée, il propose de faire un concours d'écriture d'histoire surnaturelle. Je pense que je suis le seul à trouver ça ultra cool comme soirée, mais je pense qu'au XXIe siècle, je pense être un des seuls. Et Lord Byron, donc l'hôte, il va écrire un brouillon dont il ne sera pas satisfait. Donc ça parle d'un aristocrate, poète, nommé Darvel, qui accompagne un jeune homme en Turquie. Et il meurt là-bas. Et il promet, en mourant, de revenir à la vie un mois plus tard. Et là, quand même, il y a quelque chose de très innovant. Déjà, il a choisi un aristocrate vampirisé, puisqu'il revient à la vie, et c'est ultra novateur. Dans ce brouillon, il fait clairement référence à un vampire. En fait, le terme, lui, de vampire, il est attesté à partir de 1732. Il viendrait de l'allemand vampire, qui lui-même viendrait du serbe vampire, ça s'écrit comme ça, du hongrois vampire, et qui dans toutes ces langues désigne originellement une chauve-souris. Les légendes sur les vampires sont avant tout des folklores oraux, donc évidemment on fait référence à des vampires avant 1732, mais on n'a pas de traces écrites. Et il y a de nombreux autres mots que le mot vampire qui sont employés selon les créatures, les légendes, et qui désignent à peu près la même chose. Donc c'est un mort qui revient à la vie et qui doit boire du sang, le symbole de la vie, pour continuer à vivre. Mais c'est avec l'abbé Augustin Calmet qu'une grande partie de ces légendes vont être posées à l'écrit dans Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie. Tout ça, c'est le titre. Et c'est lui qui impose un peu le nom vampire pour ce genre de créature. Dans les folklores, les vampires, c'est plutôt des paysans qui reviennent à la vie et qui se comportent un petit peu comme des bêtes. Ouais, moi je bondis, comme ça là. Après je t'arrive dessus en piqué diagonale. C'est plus proche du zombie moderne en fait. Et là où c'est super novateur, c'est de mélanger le côté bestial avec le côté, c'est un aristocrate. Lord Darvel, c'est un noble qui est vampirisé, mais qui garde son côté noble, qui garde son côté, sa politesse, son aristocratie, mais sa bestialité va s'exprimer autrement, un peu de la manière d'un psychopathe. Donc ça fait ressortir toute la bestialité que peut exprimer un être humain en société. Donc c'est assez philosophique comme manière de voir les choses. Et vous vous souvenez qu'il y avait John Williams, Polidori, dans cette soirée, et ce brouillon, ça va lui trotter dans la tête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il va reprendre le brouillon de Byron et va s'en inspirer assez librement et il va refaire une histoire à partir de ça. Il installe une ambiance plus sombre, il remplace le poétique d'Harvel par Lord Ruthven et dans cette version, il revient à Londres pour s'insérer dans la société mondaine. À Londres, comme dans le Dracula de Bram Stoker. Allez, on va faire un truc. À chaque fois que je vois un élément qui vient se retrouver dans Dracula de Bram Stoker, ça va faire un point Dracul. Donc, un point Dracul. Polidori publie en 1819 sous le titre Vampire, livre qui fera un turbo carton, plus encore à l'époque que le Frankenstein de Mary Shelley, qui a germé aussi cette nuit-là dans la Villa Diodati. Incroyable! Comme quoi elle était productive cette soirée. T'imagines dans ta soirée, t'as la genèse de 2 méga œuvres majeures de la littérature occidentale. C'est plus que toutes les soirées que j'ai faites. L'œuvre sera même adaptée au théâtre l'année suivante et il y aura des parodies, des nouvelles, des opéras, bref, ça marche du feu de Dieu, enfin du feu de l'enfer. Et, petit point, Heinrich Marschner, c'est super dur à prononcer, lui il va adapter cette nouvelle en opéra en 1828. Et il fera que Lord Ruthven, il ne vient pas de Turquie, mais de Valachie. Ça fait un point Dracul. Toujours inspiré par Polidori, le vampire apparaît dans la culture populaire avec Varney the Vampire. Varney que l'on retrouve d'ailleurs dans Castlevania. C'est lui qui dit d'ailleurs toujours « Ouais, moi, j'étais super connu à l'époque. » Mais c'est ça. Il était connu à l'époque. Et maintenant, c'est devenu complètement inconnu. Il s'est fait complètement dépasser par Dracula, le conte. Et c'est un super clin d'œil, moi je trouve. Donc cette histoire créée par James Malcolm Rimmer et Thomas Pecky Prest, qui est un Penny Dreadful. Comme la série du même nom, hein, Penny Dreadful. Hein. Je ne l'ai pas vu. Alors ça, il faut que je vous explique ce que c'est. Un Penny Dreadful, c'est un genre de pulp de l'époque. C'est une histoire sur plusieurs épisodes, qu'on appelle aussi feuilleton macabre, qui est publié chaque semaine avec un petit livret, souvent de mauvaise qualité, et qui est destiné aux masses ouvrières, souvent achetés en gare, c'est pour ça qu'on appellera ça plus tard les romans de gare. C'est même le premier type de littérature destiné à divertir pour pas cher. C'est véritablement le concept de culture populaire. Varney the Vampire apparaît donc en 1847, l'année de naissance de Bram Stoker. C'est 2 chapitres par feuillet et ça va s'étendre sur 116 feuillets. L'histoire complète n'est pas forcément cohérente, tu vas me dire comme certaines séries Marvel. L'histoire se concentre sur Sir Francis Varney et mélange le vampire folklorique avec le vampire dit byronien, c'est-à-dire l'aristocrate, le monstre aristocrate. Cette œuvre est vraiment absolument majeure parce qu'elle va placer tous les tropes que l'on attribue aux vampires. Hein. C'est vraiment à partir de Varney que ça commence à devenir vraiment un vampire. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que les anciens vampires, hein, Darvel, Lord Ruthven, hein, le vampire byronien, ils ont rien de vampire sur eux. Hein. Ils ont pas de crocs, c'est vraiment, il y a rien. C'est Varney qui va introduire tout ça. C'est pour ça qu'il est aussi fier, hein, celui de Castlevania. Donc il va introduire les crocs, ça n'existait pas avant, point Dracul, le pouvoir hypnotique, la force exceptionnelle, tous les vampires l'ont, hein, même dans Buffy, et l'attaque des femmes dans un lit en passant par la fenêtre. Putain ouais, c'est considéré comme un pouvoir de vampire. Moi j'appellerais ça une tentative de viol avec agression, hein, mais bon, voilà. En revanche, dans l'univers de Varney Vampire, les vampires ne craignent pas la lumière du jour. Donc on pourrait dire dans Twilight s'inspire aussi de Varney. Et c'est quand même bien de pouvoir évoluer sur certains aspects du vampire, donc pas non plus cracher dès que ça ressemble pas à Dracula. Il n'y a pas de gousse d'ail, il n'y a pas de crucifix, et ils peuvent manger la nourriture normale. C'est juste que préfèrent le sang. Et c'est là que l'on arrive à notre ami Bram Stoker, qui est un Irlandais féru d'occultisme. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, mais c'est à partir de la lecture de Carmilla, de Sheridan Le Fanu, qui va vraiment vouloir écrire l'œuvre ultime
de vampire, celui qui est l'aboutissement de toute cette évolution du vampire gothique byronien tout au long du 19e siècle. Et Carmilla, elle est aussi dans Castlevania, le personnage. Et oui, comme dans la série de Netflix, elle est lesbienne. Et le livre est sorti en pleine ère victorienne. Oui, ah oui, il a été critiqué, oui, absolument. Mais n'empêche que Carmilla est l'un des plus beaux livres de vampires qui ait jamais été existé. Qui ait jamais existé. Putain, faut que je réfléchisse à ma grammaire, moi. Donc Bram Stoker va travailler pendant 7 ans sur Dracula, entre 1890 et 1897. Il va faire une recherche de niveau universitaire en compilant des dizaines d'ouvrages, y compris dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie. Dedans calmé. Et lors de ses recherches, il va tomber sur une histoire qui est pas très connue, qui vient du XVe siècle lors d'une guerre entre l'Empire ottoman et l'ancienne Roumanie. Une histoire qui est l'épopée de Vlad III Basarab, dit Vlad Tepes, prince de Valachie. Ou de Valachie. Moi je préfère Valachie. Alors lui, Vlad, c'est un personnage tout à fait historique, et qui est d'ailleurs très utile pour comprendre Dracula, le personnage de fiction. Vlad III est né, on ne sait pas trop quand, entre 1431 et 1436. Son père se nomme donc Vlad II, c'est logique, le dragon, qui se dit donc Vlad Dracul, en valaque de l'époque. Dragon étant un titre de noblesse très haut. Et donc logiquement, notre ami Vlad se nomme entre autres Vlad Dracula, soit le fils du dragon. Jusqu'à là, c'est très logique. Hein. Un point Dracula. Alors petit point, la Valachie, ça n'existe plus depuis 1859. Elle a fusionné avec une partie de la Moldavie et de la Transylvanie pour former la Roumanie moderne. Ce qui explique que parfois, dans les œuvres, que ce soit en livre ou en BD, vous pourrez voir Dracula nommé comme le comte de Valachie, ou Dracula comte de Transylvanie, comme Transylvania, la série animée. Qui est super en passant. Vlad III est rentré dans la légende pour sa brutalité lors de la guerre contre les Ottomans. Alors, je vais vous raconter la guerre de façon très succincte. En 1462, lors d'une invasion des troupes ottomanes, Vlad III se fait lâcher par les autres seigneurs roumains et se retrouve seul à affronter les troupes du sultan Mehmed II, très supérieur en nombre. Il va donc opter pour une politique de terreur en massacrant la population roumaine qui coopérait avec le sultan et disposera près de 23 000 d'entre eux, femmes et enfants compris, empalés sur les routes afin d'effrayer l'armée turque. Et vous savez ce qui s'est passé? Merde alors, son plan a marché. Ouais. Et c'est de là qu'il va tirer son surnom, Vlad Tepes, Tepes qui veut dire l'empaleur. Tous les textes de cette guerre ont été compilés au XIXe siècle par plusieurs historiens de l'université de Budapest, dont un certain Armin van Bury, qui conseillera beaucoup Bram Stoker sur Vlad, la Transylvanie, la Valachie, les folklores locaux et autres pour son livre. Et Stoker, en retour, va l'intégrer dans son livre en tant que Arminius van Bury, qui est un ami de Van Helsing. C'est la meilleure récompense que tu peux donner à quelqu'un. Je trouve ça fantastique. Alors je sais ce que vous vous dites, Dracula, c'est Vlad III. Alors dans le livre, Dracula, on ne sait jamais son prénom, on sait juste que Dracula c'est son nom de famille. Ce qui n'est pas le cas de Vlad, hein. Non, déjà c'est le titre de son père, et en plus Vlad il s'appelle Basarab, donc... et il est prince, il n'est pas comte. En plus, Dracula n'a pas que Vlad comme inspiration, il y a aussi Lord Byron, forcément, il y a Varney the Vampire, il y a Carmilla, donc voilà, Dracula c'est la compilation de tous ces personnages-là, dont Vlad. Alors de quoi parle le livre? L'histoire de Dracula, c'est un certain Jonathan Harker, qui est un jeune notaire, et qui est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, qui est le comte Dracula, qui est le nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. À son arrivée, il découvre le comte et passe quelques jours chez lui. Pendant ce temps, en Angleterre, Lucy, qui est une amie de la femme de Jonathan Harker, fait des crises de somnambulisme. Pas « Ah là là, je suis dans la cuisine !» Non, elle va jusqu'au cimetière en dormant, et là-dessus, elle est prise en charge par le docteur
Van Helsing, qui remarque qu'elle a des petites marques au cou. Il comprend donc qu'elle est une vampire, il va donc enquêter jusqu'à tomber sur Dracula, qui est entre-temps venu à Londres, et va finalement le tuer en lui coupant la tête et en lui enfonçant un poignard dans le cœur. Fromage et dessert. Alors non, c'est pas un spoil, parce que tu te doutes bien que Dracula ne gagne pas à la fin, c'est le méchant de l'histoire, mais bon, t'inquiète pas, il se passe des trucs après. Alors pour l'anecdote, pour la sortie de Dracula en 1897, l'éditeur coupe le premier chapitre afin de réduire le volume du roman. Et c'est en 1914, soit 2 ans après la mort de Bram Stoker, que sa femme, Florence Balcombe, va publier ce chapitre dans un recueil de nouvelles sous le titre de « L'invité de Dracula ». C'est une histoire sur Jonathan Harker avant qu'il n'arrive en Transylvanie. C'est vrai que c'était pas super utile pour comprendre le reste de l'histoire. Et aussi, comme quoi il y a justement des rebondissements, le manuscrit original comporte une fin différente de la version qui a été publiée. Dans cette version, Dracula est tué dans l'explosion d'un volcan. Et cette version, donc le manuscrit, sera vendue aux enchères en 2012. Et je ne sais pas à quel prix. À sa sortie, Dracula connaît plutôt un succès d'estime dans certains milieux littéraires qui aiment le surnaturel. D'ailleurs, il y a l'écrivain Oscar Wilde qui qualifie l'œuvre de plus beau roman du siècle, du 19e, mais ce n'est qu'après le décès de l'auteur que le texte devient un best-seller mondial. Ça arrive souvent. D'ailleurs, en 2009, Dacre Stoker, qui est l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker, a publié avec Ian Holt une suite à l'ouvrage de son aïeul intitulé Dracula l'immortel, et en 2018, le même Dacre Stoker s'est associé à J.D. Barker pour publier un deuxième ouvrage intitulé pour sa traduction francophone Dracula Origine, qui se veut la genèse officielle du livre de Bram Stoker, qui a été écrit d'après les notes originales de l'auteur, de Stoker. Alors des suites et des préquels, il y en a des trouzaines, des films, des BD, mais est-ce qu'on doit considérer que parce que c'est écrit par l'arrière-petit-neveu de Stoker et qu'il a utilisé des notes manuscrites de son arrière-grand-père, parce que pour ça, on doit considérer qu'il est plus proche de... plus légitime. Moi, personnellement, je dirais non. Oui, il a des notes de Bram Stoker, mais pour moi, c'est la cohérence du personnage qui doit l'emporter, même si tu n'es pas du tout de la famille de Stoker et si tu n'as pas le matériel d'origine de l'auteur. Voilà. Pour moi, toutes les versions préquelles et séquelles se valent du moment qu'elles sont bien rédigées. Du moment qu'elles soient bien rédigées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Un petit pouce bleu, ça fait très plaisir. La cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Cette vidéo est la première d'une trilogie que je veux faire sur Dracula. La prochaine, ce sera Dracula au cinéma. Et vous verrez qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Donc je vous dis à la semaine prochaine ou avant si j'arrive à la monter avant. Et n'oubliez pas de rester ouvert aux univers. La bouche, pour autant que je pousse l'entrevoir, sous les fesses, moustache présentait quelque chose de cruel. Sans doute en raison des dents éclatantes et particulières et pointues, elles avançaient au-dessus des lèvres, elles-mêmes d'eau de rouge vif, soulignaient une vitalité étonnante. Chez un homme de cet âge, les oreilles étaient pâles et se terminaient en pointe. Le menton paraissait large et dur.